Victor Hugo disait, je cite, « Les grands hommes font leur propre piédestal, l'avenir se charge de la statue ». Fin de citation. Notre personnalité du jour en est la preuve. En chiffres, c'est 54 ans pour plus de 24 ans de carrière. Plus d'1,5 million abonnés sur l'ensemble de ses réseaux sociaux, plus de 10 séries et films en tant qu'acteur tels que La vie dans la cité, Foyer polygamique, Ennemi intime, Cercle vicieux et plein d'autres. Plus de 30 séries et films en tant que producteur, réalisateur et scénariste, parmi lesquels les plus populaires, Madame, Monsieur, saison 1, 2, 3. Il ne faut pas quitter un homme qui te donne 10 000 pour un homme qui te donne 15 000. Cercle vicieux, La bataille des chéris. C'est une affaire très grave. Une affaire sur laquelle je ne peux pas exercer un trafic d'influence. Plus de 30 récompenses, notamment meilleure série télévisée pour plusieurs saisons des Canals d'Or, une récompense au Festival Écran Noir en 2021, à l'EFC Award avec la série Madame Monsieur. Une entreprise, il est le PDG de Chambeni Entertainment, il est aussi promoteur du Festival panafricain Douala Série. Chers septalkers et septalkeuses, nous allons passer un moment édifiant, un moment inspirant. Un moment marqué sous le signe des révélations scandaleuses. Prenez des pop-corn, prenez des rafraîchissements. Bienvenue dans le Septalk. Bonjour Ebenezer. Bonjour. C'est un plaisir pour nous d'être chez toi. Ah, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans ma petite demeure. Ça t'arrive très souvent d'accueillir des caméras chez toi ou non? Non, non, non. J'avoue que ça a été très difficile. Ça n'a pas été facile. Ça fait un bon bout de temps que j'insiste. Donc, merci beaucoup de nous permettre de faire ça, d'entrer dans ton intimité. Ben, écoutez, je suis généralement très occupé. Je me déplace aussi beaucoup. Ça n'a pas été facile de trouver un temps pour faire cette émission, mais Dieu merci, aujourd'hui on est en train de la faire et tant mieux. Et j'espère qu'on va dire des choses qui vont édifier les nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Ça ne manquera pas parce que le parcours est édifiant. Et quand on a un parcours comme le vôtre, forcément, on a des choses à transmettre. Et aujourd'hui, nous sommes là pour ça. Nous sommes aussi là pour tout ce qui n'est pas très sérieux, c'est-à-dire en savoir un peu plus sur le quotidien, la personne. Vous avez fait pas mal de plateaux, mais on a toujours cette impression de ne pas connaître qui est réellement Monsieur Ebenezer. Pour les intimes, c'est Ebenezer ou c'est le pseudonyme Mintumba qui est le pseudonyme en question, c'est un rôle que vous incarniez dans la série Foyer polygamique et c'est resté. Oui, dès le début des déballeurs, oui, oui. Je me fais appeler Mitumba. Oui. Voilà. Bon, ça dépend des gens, hein. Le grand public m'appelle Mitumba. Les intimes m'appellent Ebenezer. Les plus intimes m'appellent Eben. Eben. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais, okay. Pour nous, aujourd'hui, on va dire Mintumba. Je prends toutes ces appellations et tous ces noms m'identifient de toutes les façons. Donc, je les prends volontiers. On est ravis d'être ici. C'est une très, très belle maison. Qui a fait la déco? Ben, écoutez, la déco. Non, c'est très, très joli. Ah oui, c'est moi-même, étant donné que je suis plus ou moins seul au Cameroun. Ma famille n'est pas ici, donc je vis ma petite famille nucléaire. Voilà, n'est pas ici. Donc du coup, c'est moi qui change, qui rechange et tout, comme je veux et quand je veux. Ah, c'est très bien, vous avez bon goût. Très bon goût. Merci beaucoup. Alors, au quotidien, tu l'as dit, au Cameroun, tu vis seul. Ceci depuis longtemps ou bien c'est depuis peu d'années? Un peu longtemps, mais pas trop longtemps quand même. Ce n'est pas difficile quand on a autant à faire, chef d'entreprise, une maison à entretenir, carrément, tu fais la déco. Bon, moi, je vais te tutoyer si ça ne te dérange pas, bien sûr. Ben, écoute, on se tutoie. Voilà, d'accord. C'est plus soft comme ça. C'est plus soft, voilà. On ne peut pas venir à la maison
Hein? Voilà. Et Tu vous es déjà voyez, entré. je suis déjà entré dans l'intimité. Voilà. Soyons confortables. Ouais. Donc, tu as un quotidien faste entre entreprise, maison. C'est pas épuisant d'être seul et de voilà pouvoir joindre tous ces bouts? Ben écoutez, seul dans la famille nucléaire, oui, mais je ne suis pas seul de chez seul. J'ai les collaborateurs, j'ai des employés de maison qui travaillent, et bien sûr, j'ai quelques amis, et tout ça là contribue à ne pas me rendre triste et tout. Donc ça meuble mon quotidien tant que je travaille à la maison, je suis avec les employés de maison. Quand je suis au bureau, je suis avec ceux du bureau. Quand je suis sur le plateau, je suis avec les acteurs, les techniciens de plateau. C'est ça ma vie. La vie, ouais. Mais en tant qu'homme, on parle de relations à distance quand même, ça touche beaucoup de personnes. En tant qu'homme, on a besoin d'un quotidien avec sa femme. Ça se passe comment pour un homme de ton calibre, avoir une relation à distance aujourd'hui? Non, à mon âge, on en souffre plus trop. J'ai pas 30 ans pour pouvoir dire que ma femme est où, ou bien ma femme doit dire que je suis où. J'ai 54 ans. Oui. Voilà, donc ce n'est plus un gros problème. C'est vrai que ma famille, de temps en temps, me manque, mais le travail parvient à absorber cela. Et c'est bien que bon, dès que je n'ai rien à faire, hop, je suis avec eux, avec je m'en vais les voir et tout, voilà, c'est ça. Quel type de papa es-tu? Un papa blagueur. Je suis trop attentionné, je regarde faire mes enfants, on dialogue beaucoup, je parle de tout avec mes enfants, de tout vraiment, parce que là, je ne suis pas le papa fouettard ou bien le baron qui doit faire peur aux enfants. Je suis certes très rigoureux quand il le faut et très blagueur aussi, au point où mes enfants se sentent trop libres de me parler, de se confier à moi. Et voilà, parce qu'on parle de tout, on va partout aussi quand je suis avec eux, ou bien même quand ils étaient ici avec moi, voilà, on va un peu de partout. On est plus liés. C'est une relation parfois plus horizontale, voilà. Entre nous, c'est sauf. Et je pense que l'ambiance est souvent chaude comme ça. Il faut pas frustrer les enfants, il faut pas empêcher à ce que les enfants vous disent ce qu'ils vivent au quotidien. Au quotidien. Moi, chez moi déjà, chaque enfant, quand il rentre de l'école, il va me raconter ce qu'il a vécu à l'école. Pas ce qu'on lui a enseigné. Ce qu'il a vécu avec ses amis, ce qu'ils se sont dit et tout. Et parfois, ça fait l'objet de tout un commentaire. Voilà. Vous parlez des copains. Il y en a qui ont l'âge déjà d'avoir des copains, copines. Oui, l'aîné a l'âge d'avoir. Ma fille aînée a déjà l'âge d'avoir un copain. Un copain et tout. Mais même si elle n'en a pas, mais elle a l'âge d'en avoir. Voilà. Et vous en parlez. Et on en parle souvent. Ça te fait quoi, cette idée d'être un jour grand-père? Bah, écoutez, un jour grand-père, c'est vrai que ça me dit pas grand chose, mais c'est toujours un plaisir de savoir que on a encadré des enfants et les enfants sont devenus grands. Oui. Mon plus grand plaisir est de voir mes enfants devenus responsables et devenus maîtres d'eux-mêmes. Et ne plus trop dépendre de moi. Même comme c'est difficile, je dis toujours à mes enfants que même à 50 ans, même à mon âge, si je suis vivant, vous allez dépendre de moi, ou bien vous allez vivre avec moi. Pas que dépendre qu'ils vont continuer à vivre, peut-être financièrement, grâce à moi, non. Ils vont à l'école, ils vont trouver du travail, ils vont s'installer d'eux-mêmes, mais je serai toujours là. Le papa voilà, qui parce que ouvre moi, si Dieu me donne longue vie, dans ma vie, je vais marcher de
de maison à maison. Parce que j'ai beaucoup d'enfants. Au-delà de mes enfants nucléaires, je suis le dernier fils de ma maman. Donc, du coup, j'ai beaucoup de neveux et de nièces. Vous comprenez? Que j'ai encadrés, c'est des enfants que j'ai encadrés. Ils sont tellement nombreux que j'ai dit, dans ma vie, je vais marcher de maison par maison. Voilà, je fais 2 semaines ici, après je fais 2 semaines là-bas, 1 semaine, je fais le tour. Parce que j'aime la famille, j'aime être avec les miens en réalité. Et ça me manque trop souvent parce que ce travail-ci est trop absorbant. Trop absorbant. On va parler de ce travail absorbant. On va aussi parler de cette famille, cette grande famille que tu as qui, voilà, au-delà de ta famille nucléaire ou en plus. Et j'ai envie présentement qu'on parle de cette famille. Tu nous as parlé de toi en tant que père. Déjà, j'aimerais savoir, quand on parle de parents, de rapport parent-enfant, il y a toujours ce sujet du rêve du parent pour l'enfant et du rêve de l'enfant pour lui-même. Toi, tu as quel rêve pour tes enfants et qu'est-ce qu'ils commencent est-ce qu'ils sont en accord avec ce que tu projettes pour leur avenir à ce jour? Écoutez, mon rêve pour mes enfants, c'est déjà qu'ils aient en permanence une bonne santé. Oui. Et qu'ils aillent loin à l'école et qu'ils trouvent un emploi. Professionnellement, tu n'as pas je n'ai pas d'un acteur ou d'un réalisateur. Je ne pose pas de métier aux enfants. Parce que là, il faut que chacun se sente à l'aise et qu'il ait, puisque chaque être humain a une prédisposition professionnelle. Oui. Si tu parviens à trouver ton don professionnel que Dieu a mis en toi, tu vas éclore, tu vas éclater. Exactement. Donc, par moment, on est en train d'imposer, alors que ce n'est pas ça, son don. C'est un peu comme moi. Même pas moi, vous rêvez d'un métier qui n'est pas votre don. C'est vrai. Moi, j'ai rêvé être enseignant. Et j'ai été enseignant. Mais mon don que Dieu m'a donné, c'était le cinéma. Donc, je m'éclate plus en tant que cinéaste, en tant que comédien, en tant que réalisateur, en tant que scénariste. Je m'épanouis plus. Pas que je ne m'épanouissais pas en tant qu'enseignant, encore que les salles de classe me manquent, parce qu'il y a une certaine ambiance de salles de classe là qui donne un goût de vie, parce que l'enseignant a cette chance que lui, il ne vieillit jamais, hein, parce que en pédagogie, on disait toujours d'utiliser le langage de son époque pour transmettre sa leçon. Du coup, l'enseignant est toujours à la mode. Donc, c'est un beau métier. Enseigner se met toujours à la mode. Il ne vieillit pas. Il se détend. C'est pour ça qu'il faut respecter ce métier. Il faut que les enseignants aient le salaire qui mérite leur travail. Vous comprenez, parce que il y a un gros décalage entre le travail des enseignants et ce qu'ils méritent. Voilà. On a bien compris que tu es un papa poule qui laissera ses enfants être ce que Dieu a mis en eux. Quel type, on est toujours dans ton cercle, ta famille nucléaire, quel type d'époux, de compagnon es-tu? Relax, qu'il laisse faire, parce que le mariage n'est pas une prison en fait. Ce n'est non plus une brigade. Le mariage, c'est l'union de 2 personnes. Quand on dit l'union, ça veut dire que chacun apporte du sien. Le mariage, ce n'est pas la mort de l'un dans l'autre. Parce que dans beaucoup de couples, soit la femme veut que l'homme fasse comme elle souhaite, soit l'homme veut que la femme se comporte comme lui il veut. Bon, vous n'êtes pas nés le même jour, vous n'êtes pas nés parfois même dans le même village, ni dans les mêmes conditions, vous n'avez pas été élevé, éduqué de la même façon. Donc, chaque être est un individu, c'est-à-dire qu'il a quelque chose qui doit le différencier de l'autre. Et si vous vouliez que votre conjoint vienne mourir en vous, ou bien que vous allez mourir en votre conjoint, ce n'est plus là le mariage. Le mariage, c'est une union. En réalité, c'est pas une fusion. Exact. Voilà. Donc, chacun vient avec du sien et garde. Donc, je suis libéral.
Libéral. Oui. Tu laisses ton épouse être elle-même, vivre sa passion. Vivre sa passion, faire ce qu'elle veut, être responsable de ses actes qu'elle pose. Pour faire ce métier et être efficace dans ce métier, il est important d'avoir ce partenaire qui comprend et surtout accepte. Est-ce que c'est facile au quotidien et est-ce que madame est ce type de femme qui te laisse... Déjà que c'est pas facile d'être le mari ou la femme d'une star. C'est pas facile parce que il y a trop de regards quand on est un artiste. Il y a beaucoup de regards, beaucoup d'attentes. Et en réalité, tu n'appartiens plus à ta famille. À un moment donné, même ton mari ou ta femme pense qu'en réalité, tu ne lui appartiens plus. Ce n'est pas qu'il pense. En réalité, il y a des moments, et le moment là est parfois trop long, que tu n'appartiens pas à ton époux ou à ton épouse. Tu appartiens aux fans, au public. Donc, du coup, c'est un peu difficile pour ceux qui sont entrés dans le mariage avant de découvrir ça. Et c'est encore même parfois plus compliqué pour ceux qui entrent. Parce que généralement, quand une femme voit un homme à la télé qui l'intéresse, une star, ça peut être une journaliste, ça peut être un artiste, et voilà, on frissonne. Oui. Après, dès qu'on l'a comme époux ou bien comme épouse, l'image, donc la désillusion. Ouais. Voilà, et tout. Maintenant, on veut s'approprier tout seul. On ne veut plus qu'elle exerce ou bien qu'il exerce le métier. Donc, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, j'ai souvent, par moments, j'ai pitié des femmes et des maris des stars. Ben, c'est parce que le cœur, c'est pas l'os, mais c'est juste qu'il faut comprendre les canons du métier. Et il faut que les gens se respectent, même ceux qui sont dans le milieu se respectent. Voilà. Et on a aussi cette tendance à trop stigmatiser les artistes comme étant des gens frivoles, infidèles. L'infidélité n'est pas l'apanage des artistes. Oui. Ce n'est pas parce que tu es artiste que tu deviens infidèle. Encore que chacun a son vécu, chacun voilà, a son expérience. Et tout. On va voir parmi les enseignants, les infidèles. Parmi les bensikineurs, il y a des infidèles patentés. Oui. Parmi les médecins, il y en a assez. Donc, dans tous les corps du métier, il y a des gens sérieux et il y a des gens qui ne le sont pas. Et donc, c'est la vie. Est-ce que tu es le mari qui souffre de cette étiquette? De quoi? Est-ce que tu es le mari qui souffre de cette étiquette? On pointe des gens du show business en général, d'infidèles. Est-ce que tu en souffres, toi? Même pas un bout. Non. Il y a aussi des personnalités publiques qui tiennent à garder leur intimité cachée. Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Oui. Moi, tout ce que j'expose, le plus souvent, n'est vraiment pas intime. Oui. Voilà, mon intimité, je peux dire que personne ne la connaît. Et tout, bon, c'est vrai, les gens connaissent mes enfants, mais ça, c'est des faces que on veut présenter. Bon, personne ne sait comment je vis, personne ne sait comment je mange, personne ne sait. C'est la toute première fois, et c'est pour ça que tu as beaucoup insisté que je reçois des gens dans ma maison. Voilà. Donc, je le fais pas que je cache quelque chose, mais c'est juste que l'intimité reste une intimité. Oui. C'est que votre émission, c'est percer le jardin. J'ai voulu que vous le percez, même en perçant comme ça. Il y a une sorte de voile quelque part. Vous n'allez pas tout voir. Non, mais tu nous permets de voir déjà assez et c'est louable. Ce que tu permets de voir aussi au travers de ton art, mais aussi de ta personne, c'est cette simplicité dans ta façon de vivre. On dit de Mintumba qu'il est accessible. Est-ce que c'est important pour toi d'être dans ta famille? Tu l'as dit, tu es déjà le papa accessible, mais est-ce que c'est important pour les autres qu'on ait accès à toi aussi facilement? Ben écoutez, c'est toujours important de partager son expérience avec les autres. Oui. Donc, on ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est vrai, on ne peut pas recevoir tout le monde au vu de la demande, mais
chaque fois que j'ai du temps de recevoir des gens, je le fais. Et je partage mon expérience, je partage mon vécu avec des gens et je donne des conseils. Aussi, j'en reçois aussi parce qu'il n'y a pas, on n'est pas assez grand pour recevoir ou donner des conseils. Même un enfant peut te donner des conseils. Donc, je ne sais pas monter sur mes ergots ou dire que je suis tel ou tel. Encore que je ne considère pas que je suis, je veux dire quoi, en haut. Voilà, moi, je suis toujours l'enfant de Christophe Bacomen, de Mani Niabre et de Natacha Menzin. Donc, c'est peut-être aussi ce discours qui pousse certains parfois, parce que cette humilité et cette grandeur d'esprit que tu as, et que beaucoup de personnalités publiques avec ce sens de l'humilité ont, c'est qu'après on oublie très vite vraiment le parcours qui est énorme. Tu es un faiseur de talent, tu as bâti plusieurs carrières au-delà de tes carrières. On parle de tes séries partout, vraiment Cameroun, Asie. Tes séries ont même été traduites en plusieurs langues. On parle de plus de 1000 épisodes sur tes séries. C'est un parcours énorme. Cette humilité que tu as, c'est naturel. Est-ce que tu ne penses pas que c'est cette humilité qui fait en sorte que ces jeunes, voilà, on parle n'importe comment aujourd'hui de Mitumba, certains se permettent de ne même pas venir prendre conseil. Est-ce que l'accessibilité et l'humilité ne tuent pas la personnalité? Non, non, non. L'humilité est une valeur. Ça ne doit pas tuer la personnalité. C'est pas parce que quelqu'un t'a approché que tu vas aussi lui permettre de te dire n'importe quoi et que tu vas permettre de faire n'importe quoi avec la personne. On est humble, on reçoit, mais on dit ce qui est important, on dit ce qui est utile. Je prends l'humilité et ce n'est pas parce que quelqu'un t'a ouvert sa maison que tu viendras y vomir du venin. Maintenant, si tu vomis du venin, on te recevra plus prochainement parce que le tout n'est pas d'arriver quelque part, c'est de rester. Si tu veux être ami avec Mitumba, le plus important, c'est pas de le voir. Il faut le voir et le manager, et le ménager même, de telle sorte que tu aies une deuxième occasion de le voir, une troisième, une quatrième, une cinquième. Donc, si tu ne te comportes pas bien, quand on t'a ouvert les portes, on ne te recevra pas la prochaine fois. C'est clair. Donc, j'espère que le message est bien passé. Alors, on a le parent que tu es, on a l'époux que tu es, on a la personne que tu es humainement. Le patron, il est comment? Au quotidien, alors, tu es entouré d'à peu près combien d'équipes au quotidien, vraiment les plus proches? Les plus proches de moi, on est... il y a près de 6 personnes. 6 personnes? Ouais. Des assistants? Ouais, qui sont vraiment proches de moi sur le plan professionnel. Ouais, ils sont près de 6. Emmanuel Wokam, Salem Kedi. Ça, c'est les gens qui, professionnellement, sont plus proches de moi. Bon, maintenant, il y en a qui travaillent avec moi et qui font bien leur travail et tout. C'est-à-dire quand c'est ce petit cercle-là qui parfois définit les actions. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Avant, à notre début, on était une troupe des déballeurs. C'est vrai que j'étais la tête pensante, mais chacun apportait du sien. On faisait des répétitions. J'écrivais tous les films, à 99%, tous les films des déballeurs avant Foyer Polygamique, parce que les gens semblent avoir connu les déballeurs que sur Foyer Polygamique. Pourtant, on a fait une trentaine de films avant Foyer Polygamique. Les Asimba, quoi là, même les feux Mamiton n'étaient pas là au début des déballeurs. Les déballeurs au début, c'était Big Mop, c'était Petrol, c'était Tonga, Anas, Caro, Tandon. Voilà, j'écrivais les films et il y avait des scénarios écrits depuis l'université. On les répétait et on jouait. Donc, et c'était toujours ce petit cercle-là
qui travaillaient et faisaient des perspectives pour qu'on avance. On faisait des répétitions. Certes, c'est moi qui avais tout écrit, mais chacun apportait du sien. Donc, à un certain niveau, ça a évolué quand on a créé Chambéni Entertainment. J'ai mis une petite équipe sur place. À l'époque, j'avais les Constantin Choix qui ont travaillé avec moi, qui étaient très proches de moi. J'avais les Watteau qui étaient avec moi à l'époque. À une époque, il y a les Flavien Chatat qui étaient aussi proches de moi à une époque. Donc, il y a eu des gens proches qui viennent et qui partent, c'est tout. Donc, c'est pas un cul-de-sac. On ne vient pas mourir dans mon entreprise. Donc, les gens viennent, ils acquièrent une expérience, après, ils peuvent aller. Au quotidien, ça s'organise comment? On a des projets précis, on s'organise autour des projets ou Chambéni Entertainment. Déjà, est-ce que c'est la seule entreprise, parce que tu as forcément des entreprises et des business hormis showbiz, si je ne me trompe. Donc là, on est uniquement sur Chambéni. Ça s'organise comment? Vous définissez des projets et vous mettez des projets en place, ou bien vous travaillez sur des projets qui existent déjà? Ça se passe comment au sein de l'entreprise? Bon, ça se passe de différentes manières. Le projet d'une œuvre cinématographique commence par une idée. Oui. On a une idée d'écrire un scénario. Cette idée-là, je peux la partager. Le plus souvent, je ne le fais pas. Voilà, parce que c'est moi seul qui définis le sujet sur lequel je vais travailler. Quand c'est moi qui écris, c'est quand j'ai fini d'écrire que j'appelle les autres. Je soumets le projet et chacun peut lire et apporter une modification ou donner son avis. Et l'avis peut me pousser à modifier ou pas. Ça, c'est le cas pour des scénarios écrits par moi-même. Il y a des moments où on fait appel à scénario. Donc, les gens nous proposent les thèmes sur lesquels on peut travailler. On l'a fait avec Madame Monsieur. Oui. On l'a fait avec Otage d'amour. On l'a fait avec Abiba. Oui. Voilà, j'ai fait une commande d'écriture à Paul Stevec qui a écrit Abiba. Et j'ai fait Hervé Mabou et Ghislain Fotso sont venus me proposer Otage d'amour. Ce n'était pas écrit comme je voulais. Nous l'avons réécrit ensemble. Après, Elisabeth Cynthia m'a proposé Madame Monsieur. Voilà, on l'a réécrit ensemble. Et après, la bataille des chéris, c'était pensé par moi. Mais j'ai coécrit avec beaucoup de dialoguistes tels Amadou Ngwanzon, Paul Stevec encore, et Gaël Biakop. Oui. Bon, c'est comme ça. Voilà, tous ces projets. Voilà. Et quand j'ai un projet comme ça, je le soumets à l'équipe. J'attends leur avis. Ils donnent leur avis qui peut me permettre de faire des modifications ou pas. Et le plus important, c'est quand on décide de faire la production. C'est en ce moment-là que la petite équipe travaille le plus. Oui. Puisque le scénario est un peu plus moi et les dialoguistes, ou bien les dialoguistes et moi, c'est nous qui travaillons dessus. Ça ne concerne pas l'équipe. Voilà. Donc, c'est qu'on a fini d'écrire que je fais appel à cette équipe dont j'ai fait mention tout à l'heure. Oui. Voilà. On doit décider comment on doit la fabriquer, cette œuvre. Voilà. Dans le beau,
dans les costumes, Ouais. dans le choix des acteurs, Oui. dans le choix des décors, ainsi de suite. On discute à propos, le choix même de la qualité du matériel qu'on doit utiliser pour travailler. Ouais. C'est comme ça qu'on discute entre nous et après on décide de quelque chose qu'on va mettre sur pied, on le fait. Et vous mettez sur pied. Ouais. Pour mettre sur pied un projet aussi important que tous les projets que tu as déjà mis sur pied, il y a quelque chose d'important qu'il faut avoir, c'est la finance. Pour financer ces projets. Ça se passe comment au niveau finance? On va parler d'aujourd'hui et puis on va peut-être remonter dans le temps, mais aujourd'hui tu finances ces projets comment? Une série, tu as une série à venir, on va en parler, les révélations scandaleuses, le titre est magnifique d'ailleurs. Donc pour un projet pareil, il faut à peu près combien et tu organises ces finances, elles te viennent d'où? Ben écoutez, de nos jours, la politique de production des séries TV a changé. Vous comprenez? Oui. On vend plus le projet que les PAD. Donc, quand j'ai un projet de série, je soumets à beaucoup de chaînes de télévision. Et si ça les intéresse, ça veut dire que je peux la produire, cette série. Et généralement, moi, depuis presque, depuis Madame, Monsieur, plus ou moins, je travaille en partenariat avec les chaînes de télévision. Donc, c'est le business model d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as ton projet, il y a une télévision qui est intéressée, soit la télévision fait le préachat, ça veut dire qu'elle finance en avance la production, soit la télévision fait la coproduction avec toi. Ça, tu produis en sachant déjà que l'œuvre sera diffusée quelque part. Parce que ça a déjà intéressé une chaîne de télévision. Donc, c'est le business model de la production aujourd'hui, c'est de commencer par faire financer le projet. Voilà, ce n'est pas de réunir soi-même les moyens, aller produire et commencer à courir dans les marchés comme on le faisait avant. Donc maintenant, les séries les plus fortes sont coproduites par des chaînes de télévision ou bien préachetées par les chaînes de télévision. Alors, ça veut dire que quand tu annonces un projet, le financement est déjà là. On est prêt à tourner, on est prêt. Quand j'annonce comme révélation scandaleuse, c'est déjà prêt à tourner. Super. Voilà, sinon je ne l'annonce pas. Donc je n'annonce que des projets prêts à tourner. J'en ai une ribambelle qui sont dans le tiroir. Je ne peux pas en parler parce que j'ai pas de financement pour ça. Donc j'ai pas de l'argent. Je compte d'abord sur moi, sur mes propres moyens parce que je me suis battu à avoir ma propre unité de production qui est déjà beaucoup en termes d'apport. Voilà, je loue pas le matériel de production. Voilà, les caméras, les bancs de montage, les lumières, tout, ça m'appartient. Donc maintenant, on va chercher un partenaire, un diffuseur qui va venir ajouter côté qualitatif. Non, c'est-à-dire il va aussi venir dans le budget prévu apporter du sien pour que vous fabriquez ensemble l'œuvre et après pour arriver à ce level où toi tu as des partenaires qui préfinancent, il faut un branding, il faut un parcours, il faut convaincre. Oui, il faut convaincre, mais je dis que on peut donner cette chance-là même à un débutant. Même à un débutant. Il suffit que le projet soit bon et surtout qu'on ait confiance en toi, en ta moralité. Je vais dire que le Cameroun n'a pas une bonne image à l'international en termes de confiance. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont reçu des financements des institutions internationales ou même des télévisions et qui n'ont jamais livré le projet. Donc, du coup, ça a terni l'image des producteurs, terni l'image du cinéma camerounais au point où il y a beaucoup qui ont peur de mettre de l'argent parce que le projet ne va pas naître. Voilà, donc c'est ce que j'invite les frères à corriger
Parce que quand vous le faites, vous tuez les autres. Ouais. Vous tuez toute l'industrie. Donc, si vous n'êtes pas capable de mener une production à bout, ça ne sert à rien de commencer. Ouais. Parce que par moment, vous allez mentir aux investisseurs ou bien à une chaîne de télévision que vous avez la moitié du budget. Pourtant, vous n'en avez pas. Et la télévision ou bien le financeur apporte l'autre moitié qui ne suffit pas à fabriquer le film. Vous avez commencé, vous faites 2 mois de production, ça s'arrête. Ouais. Et en fin de compte, on n'a pas le produit fini. Ouais. Et c'est une perte de confiance. Et un mal-être pour le oui, c'est un mal-être pour le corps du métier, pour toute l'industrie. Ouais. Parce que ça fait que même ceux qui sont honnêtes et qui pourraient bénéficier de ça, on doute de leur moralité. Donc, est-ce que la jeune génération qui très souvent ne comprend pas le business, est-ce qu'il s'approche de toi pour poser des questions, avoir conseil? Certains viennent vers moi et reçoivent ces conseils. C'est pour ça que même ici à Mondo Vision, j'ai dit, nous avons dépassé l'époque où on produit les séries avant d'aller chercher les chaînes de télévision qui vont les diffuser. On commence par soumettre les projets aux chaînes de télévision. Ils donnent leur aval ou bien leur accord. Avant que vous tourniez, en tournant, vous savez qu'au moins une chaîne sera intéressée. Parce que vous pouvez être en train de travailler sur un thème qui ne correspond pas à la ligne éditoriale de beaucoup de chaînes de télévision. Voilà. Et c'est ce qui se passe le plus souvent. C'est que les gens font plus l'art et ils oublient que l'art, le film a beau être une œuvre artistique, il est aussi une marchandise. Et du coup, il faut penser à la marchandise qu'on fabrique et à l'acheteur. Parce que l'acheteur, lui, n'achète pas l'œuvre d'art, lui, il achète une marchandise qu'il va rentabiliser aussi. Il faut avoir le mindset de l'entrepreneur. Voilà. Donc, il faut penser à ça. Sauf si vous avez un autre business model. Parce qu'il y a le business model de produits des films et les diffuser sur Internet. Sauf si les motivations ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de jeunes éblouis par le métier qui le font, peut-être pas pour des bonnes raisons. Est-ce que tu as la sensation que la jeunesse prend au sérieux le métier de producteur-réalisateur? Est-ce que c'est un métier qui est pris au sérieux ou tu as cette sensation que beaucoup le font vraiment uniquement pour avoir peut-être un nom à côté de producteur ou producteur? Non, pas toujours. Hein. Personne ne le fait pour avoir le nom de producteur. Personne ne peut sortir de l'argent juste pour qu'on l'appelle producteur. C'est du gâchis. Donc, c'est le plus souvent l'ignorance du milieu, le manque d'information aussi. On ne se renseigne pas assez pour produire ou bien on n'analyse pas bien l'œuvre qu'on produit aussi. On peut avoir une œuvre artistiquement bonne, mais qui est une mauvaise marchandise. On peut avoir une œuvre qui est une bonne marchandise, mais qui artistiquement ne répond pas à tous ces critères. Bon, c'est souvent difficile de faire la nuance, mais quand on est producteur, réalisateur, il faut parfois scinder les deux. Vous comprenez? J'ai toujours dit que le réalisateur, lui, travaille avec passion. Or, le producteur, lui, travaille avec calcul. Objectivité. Lui, il fait des calculs. Il fait des calculs. Voilà. Et toi, tu es tout ça en an. Hein? Ouais, je suis tout ça. Et donc, il y a des moments où je me sens dans la peau du producteur et des moments où je suis dans la peau du réalisateur. Et il y a des moments, puisque c'est toujours moi-même, le producteur, et je parle au réalisateur que je suis, que non, ça là, tu ne dois pas faire, parce que si tu le fais, ça ne doit pas passer sur le marché. En tant que réalisateur, on est en train de fabriquer une œuvre belle, voilà, sublime et tout. Mais est-ce que cela obéit aux règles du marché? Voilà. Est-ce que en tant que marchandise, ça va passer? Parce que il faut qu'une œuvre soit consommée. C'est pas parce que l'œuvre est trop belle qu'elle est consommée. Voilà, et tout. Donc, il y a des petites techniques qu'il faut maîtriser, même pour écrire une œuvre, même pour choisir les sujets qu'on doit traiter. Il y a des sujets
qui ne passent pas, qui ne sont pas des bonnes marchés, qui ne passent pas au marché, comme on dit chez nous. Oui. Voilà. Alors, est-ce que dans le mindset du producteur, il y a aussi la question du choix peut-être d'acteur qui vient renchérir. C'est important aussi le choix du casting pour une série en termes de productivité ou de financement. Est-ce que plus on a des acteurs qui peuvent convaincre, plus on a un produit qui peut être vite acheté. Vous pensez à ça aussi dans... Oui, c'est des critères. Ça fait partie des critères, du casting. Donc, il faut recruter des bons acteurs. Oui. Ouais, il faut recruter aussi des acteurs qui ont de la plus-value. Voilà. Voilà. Et on tient compte de ça parce que il y en a que lorsqu'ils sont sur un projet, donnent plus de la valeur au projet. Et il y en a qui donnent de la valeur par ce qu'ils sont. Il y a d'autres qui donnent de la valeur par ce qu'ils font. C'est-à-dire quelqu'un va venir, il va sortir le grand jeu et le film ou la série sera applaudi. Mais il y a beaucoup de gens qui vont aussi sortir pour regarder un film parce que il y a Tatiana Septo dedans. Voilà et tout. On vient peut-être pour son beau sourire, voilà et tout. Il y a plein de gens qui vont venir pour ça. Et il faut tenir compte de ce paramètre-là. Et maintenant, moi, la dimension que j'ai atteint, puisque je suis un réalisateur africain d'origine camerounaise. Donc, je suis du Cameroun, mais aujourd'hui, je n'appartiens plus seulement au Cameroun parce que l'Ivoirien se retrouve en moi, le Tchadien, le Gabonais, le Béninois. Tu as fait des séries avec... voilà. Donc, du coup, et comme je suis aussi en train de fabriquer les marchandises, il faut savoir que c'est vrai que quand je dis souvent ça, ça choque beaucoup de puristes. Parce que beaucoup de puristes, quand je dis que le film est une marchandise, ils ne comprennent pas. Mais je les comprends, c'est que c'est plus les réalisateurs. Beaucoup ne sont pas producteurs. Quand vous êtes producteur, vous allez comprendre que un film est une œuvre d'art, c'est aussi une marchandise. Voilà. C'est un produit économique. Voilà. Du coup, il faut tenir compte de ces valeurs-là. Voilà. Donc, de tous ces paramètres pour pouvoir fabriquer l'œuvre. En fait. Tu en as beaucoup des amis? Non. Tu as quand même parcouru... J'ai beaucoup de relations, mais les amis... non, pas vraiment. Voilà. L'amitié, malheureusement, de plus en plus perd de sa valeur. Voilà. Parce qu'il y a les gens sont trop hypocrites. Il y a trop d'hypocrisie, trop de jalousie. Ce qui fait que il n'y a pas de sincérité. Parce que quand on parle d'amitié, il doit y avoir beaucoup de sincérité, beaucoup de vérité. Il faut être vrai dans une relation pour qu'elle avance. Ouais. Donc, si les gens rient devant toi et dans ton dos, ils soulèvent des couteaux, il faut... Est-ce que tu es... C'est vrai que c'est un sujet, tellement ça a perdu de sa valeur que c'est devenu un sujet de société, un fait même de société, l'amitié, on en est arrivé là. Alors, dans ce milieu, tu conseillerais des jeunes, tu les suis en longueur de journée, d'être entouré d'amis, d'avoir de l'amitié, de mettre autant d'importance sur ce sujet de l'amitié? L'amitié est importante, oui. Mais il faut savoir choisir ses amis. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui doit être ton ami. Oui. On choisit les amis qui sont positifs dans la vie, qui t'apportent quelque chose, qui te font évoluer, qui te font grandir, qui te tirent vers le haut. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, à ce niveau-là, il faut être méticuleux pour savoir avec qui marcher, pour savoir à qui s'ouvrir. Oui. Voilà, donc la politique pour moi de Grillon est la mieux conseillée. Hein, il faut parfois vivre caché. Hein, caché, pour être heureux. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est pas tout qu'on dit aux gens. Oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, surtout pour ceux qui travaillent, pour ceux qui réussissent, ils n'attirent pas toujours les bons amis. Et les meilleurs amis sont ceux qu'on a connus dans la galère. Voilà, et tout. Même comme les amis de galère aussi deviennent de plus en plus jaloux parce qu'ils deviennent jaloux du succès de leurs amis. Ça, c'est des choses qu'il faut proscrire. Il ne faut pas conseiller. Je ne sais pas pourquoi
quand ton ami réussit, tu es jaloux. Parce que si ton ami réussit, ça veut dire que c'est toi aussi qui a réussi. Il y a aussi si ton ami brille, quel qu'en soit, mon père disait que quand tu marches à côté de quelqu'un qui brille, ne le quitte jamais, parce que même si tu es dans l'obscurité, sa lumière va t'éclairer. Bon, d'aucuns te diront qu'il y en a qui marchent avec ceux qui brillent, mais qui ne sont pas atteints par leur lumière. C'est possible ça? Il brille, mon ami A, mais il ne me donne pas. Est-ce que ça aussi, c'est un fait? Oui, il y a aussi des gens qui en ont et qui ne partagent pas. Oui, ben écoutez, une amitié aussi ne saurait se construire comme ça. Si j'ai un ami qui est pauvre, moi j'en ai, et si je ne parviens pas à sortir mon ami de la galère, c'est que moi-même je ne suis pas un bon ami. Voilà, ce n'est pas seulement les gens qui vont me tirer vers le haut, moi aussi je dois tirer les gens vers le haut, c'est-à-dire que si j'ai un doigt de plantain, je le partage avec mon ami. Vous comprenez? Donc, si tu as réussi dans la vie, il faut penser à ses amis de galère. Exact. Voilà. Donc, sauf que les amis de galère vont aussi comprendre que ce n'est pas tout que tu dois leur donner. Tu ne prends pas leur vie en charge. Voilà, tu deviens, c'est plus, l'amitié, c'est pas une prise en charge. Et c'est généralement là le problème. C'est parce qu'à un moment donné, vous mangez les mêmes choses, vous portez les mêmes habits, vous allez au même endroit, et un matin, boum, déjà que ta vie a changé, c'est-à-dire tu as peut-être gagné un marché qui a amélioré ta condition de vie, mais ton ami veut que si tu bois un vin qui coûte 50 000, il faudrait que lui aussi, que tu lui achètes le même vin qui coûte 50 000. La vie n'est pas ainsi. Il faut être sensé, même un minimum. On pense d'abord à soi-même. Voilà. Parce que même mon enfant, si on dit toujours que s'il y a une braise qui tombe sur ma main, sur celle de mon enfant, j'enlève d'abord la braise sur la... Oui, et tout. On se sauve d'abord avant de sauver les autres. Exactement. Voilà. Dès que vous montez dans l'avion, on dit qu'en cas d'accident, cherchez d'abord à vous sauver avant de sauver les autres. Et dans tous les cas, tous les sens du terme vice, que ce soit vice ou versa, ça n'explique pas qu'on soit mauvais et méchant. Il faut rester bon, il faut avoir un bon fond. C'est pas parce que... Oui, il faut être bon. Parce que on meurt. Voilà, les gens meurent. Je ne sais pas pourquoi on doit être méchant, pourquoi on doit être dur, pourquoi on ne doit pas partager. On fait quoi de tout ce qu'on ramasse? Il se dit que c'est aussi une influence de le quotidien des personnalités publiques, c'est-à-dire qu'ils vivent une vie où ils montrent une vie faste, qui peut pousser certains à faire certaines choses pour avoir le même rythme de vie ou bien le même type de vie. Est-ce que tu penses que ce milieu, justement, est un milieu malsain pour ces raisons? Il y a vraiment cette malsainité due à ces raisons, au fait que les acteurs, actrices, ça aussi des producteurs, peu importe, montrent une certaine vie qui pousse certains à vouloir cette vie-là, à la vouloir. Mais écoutez, si vous voulez vivre en vous référant à ce que vous voyez, vous courez les risques de tomber dans l'abysse. Parce que généralement, ce qu'on montre à la télé ou sur les réseaux sociaux, c'est très loin de la vérité. Moi, je suis contre les gens qui prennent des personnes qui ne connaissent pas pour modèle. Quelqu'un passe à la télé ou bien il est ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs. Vous les prenez pour des modèles. Votre maman qui sort tous les jours à 5 heures pour aller acheter les tomates à Sandaga et venir les revendre, la façon dont elle se bat, et la façon les efforts qu'elle fournit pour vous nourrir, ça ne vous dit rien. Mais c'est parce que quelqu'un s'est filmé au bord d'une piscine et qu'il l'a diffusé sur les réseaux sociaux, vous voulez absolument ressembler à la personne. Alors que la personne elle-même n'est pas ce qu'elle vous a montré. Dès que on finit sur les réseaux sociaux là, chacun rentre chez soi,
affronter les vraies vérités de sa vie. Donc, si tu veux ressembler à quelqu'un, si tu veux fréquenter, si tu veux prendre quelqu'un pour modèle, il faut le fréquenter. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Il faut le connaître dans sa maison. Comment il vit, pas ce qu'il te montre. Parce que l'image qu'on présente là, ce n'est qu'une image. Ce n'est qu'une image, en réalité. Ce n'est pas la vérité. Donc, il ne faut pas tenir compte de ça. Prenez pour modèle les gens que vous connaissez. Ou alors, prenez pour modèle le travail des gens, pas les photos des gens. Voilà. Il faut prendre pour modèle le travail. Prendre pour modèle le parcours. Le parcours de quelqu'un peut vous inspirer. Voilà, et tout. Ce n'est pas parce que Bitumba se met quelque part avec un grand vin et il fait une photo, il balance là. La photo là ne doit pas vous intéresser. C'est le parcours de Bitumba qui va vous intéresser. C'est comment il a fait pour avoir ça. Lorsque vous n'avez pas la traçabilité sur comment quelqu'un a fait pour avoir son argent, ne cherchez pas à ressembler à ce genre de personnes. Donc, il faut ressembler, il faut prendre pour modèle celui qui a une traçabilité dans sa carrière, dans son travail. Vous savez comment il a évolué pour arriver à ce stade-là. Ça vous inspire de faire autant. Ne voyez pas quelqu'un au sommet, vous voulez juste sauter, être au sommet comme lui. Vous savez qu'il a fait comment pour arriver au sommet. Le sommet là, il y a plusieurs voies pour arriver là-bas. Hein. Exact. Je vous dis, vous qui me regardez là, le sommet que vous voyez là, il y a plusieurs voies. Il y a la voie du travail, il y a la voie de la facilité. Voilà. Et la voie de la facilité là, ça chauffe. Ça chauffe mal. Vous voyez les gens au sommet comme ça, mais quand ils rentrent, ils ne dorment pas. Hein? Ils ont des choses à faire pour pouvoir rester au sommet. Ceux qui sont allés par le travail, là-bas, ils dansent même. Ils se roulent même au sol, au sommet. Alors que beaucoup qui sont passés par des facilités, ils se tiennent juste là au sommet. Le temps pour vous de les voir. Dès que vous avez fini de les voir, ça chauffe. Derrière là, ils vont voir. Comment on dit chez nous au quartier là. Ça chauffe, ça brûle. Donc, évitez de prendre pour modèle les gens dont vous ne pouvez pas maîtriser le parcours professionnel. Voilà, c'est très important. Quelqu'un qui a un parcours, mais surtout quelqu'un qui a le vécu nécessaire, l'entourage nécessaire et la longévité dans ce métier nécessaire pour donner ce conseil. C'est pour ça qu'on fait cette émission, pour édifier et surtout pour rapprocher des personnes du réel, de ce qui est vraiment du terre à terre de nos métiers. C'est pas que des métiers de showbiz, mais aussi des métiers, voilà, tout court. En tout cas, toi, ce que tu as gardé pour toi et surtout ce que tu continues de maintenir, de pousser au sommet, c'est aussi la visibilité que tu as. Elle n'est pas due qu'à tes séries, elle est due à ta communication sur les réseaux. Ah oui. Une communication impeccable qui donne l'impression de faire partie du tas sans faire partie du tas. L'idée de définir ce branding vient de qui? Ça vient de moi-même. Vous savez, je sais lire la société. C'est une force. Parce qu'il faut savoir lire son entourage. Il faut connaître son peuple. Il faut savoir ce qui leur plaît. Il faut savoir ce qui leur déplaît. Il faut savoir ce qui les amuse. Parce que ce qui amuse les gens au Cameroun n'est pas forcément ce qui amuse les gens à Paris. Donc, du coup, il faut maîtriser son environnement et pour mieux s'y intégrer. Moi, je connais le Camerounais. Je connais l'Africain. Je sais ce que tu peux faire et ils rient, ce que tu peux faire, ça les énerve. Et pour un artiste, tout ça est important. On ne doit pas toujours faire ce qui doit plaire aux gens. Par moment, il faut énerver son public. C'est une technique de communication. Un matin, tu sais que ce que je vais publier doit énerver les gens et on va t'insulter. L'insulte, en réalité, n'est pas seulement négative. Voilà. L'insulte, déjà, un artiste, parler de lui,
c'est ce qu'ils recherchent Ça fait le partie plus. du métier, limite. Ça fait partie du Du métier. Donc, business, ouais. il y a des moments où nous-mêmes, on veut qu'on parle de nous. On crée des buzz, on crée des histoires et on fait bavarder les gens. Et du coup, ça fait monter la cote. Et il faut aussi comprendre les jeunes. Parce que les réseaux sociaux, c'est plus les jeunes. Hein. Oui. Voilà, c'est en grande majorité les jeunes. Donc, il faut avoir leur langage. Voilà, il faut avoir leur langage, il faut savoir ce qui leur plaît. Et il ne faut pas toujours se fâcher quand on... Le commentaire ou bien la réaction est... Non, quand on vous insulte ou bien quand quelqu'un fait un commentaire malveillant et tout. C'est normal. Pour un homme public, on doit à la fois l'aduler et l'insulter. Ça, il n'y a aucun homme public que tout le monde applaudit. Oui. Il n'y a aucun homme public que tout le monde déteste. Tu dois avoir les haters et tu dois avoir les lovers. Les gens qui t'aiment et les gens qui te détestent. C'est l'ensemble de tout cela qui font ta communauté. La communauté de quelqu'un, c'est pas seulement ceux qui l'aiment, c'est à la fois ceux qui t'aiment et ceux qui te détestent. C'est pour ça que sur ma page, c'est la page de la démocratie. On ne bloque personne. Ouais. Je ne bloque personne. Je ne réponds à personne. Tu m'insultes, c'est bon. Bien. Tu m'adules, c'est toujours bien. Encore que il y a trop d'hypocrisie sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Parce que les gens restent et disent que mes fans, personne n'a les fans sur les réseaux sociaux. Hein. Personne n'a les fans sur les réseaux sociaux parce que les 2 millions de personnes qui me suivent, ce sont les mêmes 2 millions qui suivent Manolap. C'est les mêmes gens qui suivent Figon Tchalala. C'est les mêmes gens qui suivent Muriel. C'est les mêmes gens qui suivent Poupi. Ce sont les mêmes personnes. Et ils sont malins. Donc, ils viennent, par moment, on te carré dans le sang du poil. Par moment, on te serre dans les taux et tout. Donc, c'est les mêmes gens. Quand on te voit, on dit, c'est toi le meilleur. On dit, Mitouba, tu es le meilleur. Non, sans toi, c'est l'apocalypse. Ouais, tout. Dès que tu quittes, on voit Manolap. Oh, grand Manolap, c'est toi le meilleur. Nous, on connaît déjà la musique là. Ouais. Donc, du coup, par moment, et surtout les jeunes d'aujourd'hui, quand on commence à les applaudir, ils croient que ils détiennent la clé du monde, qui peuvent faire et défaire les vies des gens. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, quand les gens t'applaudissent, c'est en ce moment-là qu'il faut beaucoup t'interroger. Parce que les applaudissements là ne sont pas toujours sains. Ouais. Voilà. Et il y en a qui, pendant qu'il applaudit là, il dit pourquoi lui? Pourquoi c'est même lui? Ouais. Pourquoi le gars, si c'est toujours lui qu'on voit tous les jours? Hein? Mais il est en train d'applaudir. Hein? Bah, toi, tu souris aussi avec lui, croyant qu'il applaudit de gaieté de cœur. Donc, il faut faire la part des choses. Beaucoup de maturité. Il faut de la maturité sur les réseaux sociaux. Et aimer les gens. Voilà. Ça ne sert à rien de détester. Quand quelqu'un a déjà, te suit déjà, c'est beaucoup d'amour. Même s'il te suit, peut te détester. Voilà. C'est initié par quelque chose. Oui, donc il est intéressé par quelque chose. Il y a un intérêt. Quelqu'un qui me suit, il est sur ma page tous les jours, même s'il m'insulte. Parce que s'il ne m'aimait pas, il ne devait pas être là. Il y a un jour, quelqu'un qui a dit, je ne sais plus quelle série j'avais faite à l'époque. Oui. Il a dit que la série là était nulle. Ouais. Très bien. J'ai même échangé un peu avec la personne. Est-ce que tu as regardé toute la série? Il m'a dit oui, j'ai regardé la série du début à la fin. Et vraiment, c'était nul. Ah, justement, c'était... c'était... non, c'était pas la bataille des chéris, c'était... je crois que c'était Madame Monsieur, saison 2. Ouais. C'était la 2e saison de Madame Monsieur. Il dit que c'était nul. J'ai dit, tu as regardé toute la série? Il me dit oui. J'ai dit 72 épisodes. Madame Monsieur, saison 2, c'est 72. Tu regardes le premier épisode, c'est nul. Tu regardes le deuxième, c'est toujours nul. Tu regardes le troisième, c'est nul. Tu regardes comment quelqu'un peut regarder 72 épisodes de nullité? C'est fou.
On peut être autant Mais accro à la nullité. comment on peut être autant accro à la nullité? Donc, on dit, au propriétaire de la tu nullité. n'es pas sincère. Hein? Dis la vérité, ton cœur reste ouvert, comme on dit. Tu ne peux pas regarder 60 épisodes de nullité. Ouais. Voilà. Donc, quand il m'a dit qu'il a tout regardé, j'ai compris que c'est de l'aigreur. Voilà, il le dit pour le plaisir Pour de le dire. plaisir. Donc, mon questionnement était dans le sens de comprendre. Donc, du coup, il ne faut pas trop se fâcher. C'est vrai que là, tu le dis, on comprend ton mindset et la maturité que tu as avec tous ces réseaux. Mais est-ce que cette maturité et cette compréhension des réseaux est partagée par des collègues? Tu as la sensation que cette compréhension que tu as, est-ce que d'autres l'ont? Qu'est-ce qui crée donc les conflits si on a des conflits, oh, tel à ça, si on a la compréhension que tu as? Parce que si tout le monde avait cette compréhension, je pense qu'on serait... non, si tout le monde avait ma compréhension, les réseaux sociaux aussi ne devraient pas vivre. Ah. Les réseaux sociaux vivent aussi des clashs, Oui. des insultes, je veux dire comment, des mésententes, des inimitiés, ainsi de suite. Ça, oui. Par moments, des inimitiés fausses, fabriquées. Par moments, on fabrique des... Mais là, tu trahis tout, là. Oui, non, c'est que les gens ne savent pas, il faut aussi... Et parfois, les gens vont mourir pour ça. Ben oui, ils vont bagarrer au quartier pour des gens qui s'entendent en vrai. Vous comprenez? Donc, il y a des gens que vous croyez que les deux si là. C'est la... Oui, que si s'approchent, il y aura de l'étincelle. Ils font ça pour vous faire bavarder. Ouais, vous comprenez? Donc, mais quand ils sont ensemble, ils font tout pour ne pas se voir en public. Donc, c'est fabriqué. Hein? C'est-à-dire, en public, ils montrent vraiment qu'ils ne s'entendent pas. Mais, allez les voir. Ils font des messes de nuit ensemble. Hein? Et ils font des sorties en cachette. Ils se rendent visite réciproquement. C'est vrai aussi que tout le monde n'est pas forcément fait pour être ami. Ce n'est pas parce qu'on fait le même métier qu'on doit être forcément proche et tout. Parfois, on vient sur un projet, on vient travailler. Est-ce que dans une entreprise, tous les collègues sont amis? Voilà. Non, c'est pas possible. Et il y en a qui ne connaissent même pas où vivent les autres. Je dis où vivent. Il y en a même qui n'ont pas le numéro de leurs collègues. Vous savez ça? Oui, c'est vrai. Donc, et tout. Donc, et généralement, quand c'est les artistes, c'est comme si c'était la catastrophe. Oui, c'est bizarre. On dit que, comment on nous voit tout ça à la télé, là? On croit que la télé, là, c'est notre maison. Hein? Oui. Donc, nous, on vit là-bas. J'ai des acteurs qui ont travaillé avec moi, même dans la bataille de Chéri, qui vient de finir, que je n'ai plus vu depuis qu'on a fini la bataille de Chéri. Ils ne sont pas des amis, ils sont venus faire une tâche, ils ont fait leur tâche, ils sont partis. On n'est pas des amis, on n'est pas des ennemis non plus. Mais est-ce qu'il t'est arrivé sur tes plateaux d'avoir à gérer des conflits, certains conflits ou bien... Il n'y a pas de conflit sur mon plateau. D'accord. Parce que la seule star de mon plateau, c'est moi. C'est dit. Voilà. Donc, le patron de mon plateau, c'est moi. Je suis la seule personne qu'on ne peut pas remplacer sur mon plateau. C'est moi. Tout le monde sur mon plateau, on peut remplacer. Personne n'est indispensable. Non, là. La seule personne indispensable sur un plateau de production, c'est le producteur. C'est le producteur. Même le réalisateur, on peut le virer. L'acteur, on vire. Allez. Donc, quand vous venez sur mon plateau, d'abord, c'est la rigueur. Quand vous signez le contrat avec moi, il y a code de discipline. Il y a un code de discipline. Bagarre, on sanctionne. À la maison. Insulte, on sanctionne. La sanction, ça peut être des blâmes, ça peut être des retenues sur votre cachet, ça peut être des exclusions. Mais est-ce qu'il t'est arrivé tellement il y avait de l'indiscipline pour certains, que tu as dû changer un rôle pour ne plus avoir à avoir ces personnes sur le plateau? Bien. Non. Parce que quand quelqu'un tourne, oui. Il y a des séries qui sont sur 3 ou 4 saisons. Oui. Quelqu'un commence à tourner, tu ne peux pas t'en défaire aussi facilement. Tu fais comment si la personne crée problème, difficile à manager, mais il faut... D'abord, je suis un bon manager. Parce que là, je ne brime pas les gens, je ne parle pas mal aux gens et tout. Mais s'il arrive que quelqu'un se comporte vraiment mal, le plus important, et même pour servir de leçon aux autres, c'est de le chasser. D'accord. Et de le remplacer. Dans ce cas-là, ou bien
reprendre. On reprend toutes ces cas. Il m'est déjà arrivé de changer un acteur sur un plateau. Après près d'un mois de tournage. Et j'ai repris toutes les scènes. Ah, ouais. Wow. Ça devait être très grave. Hein? Oui, ça devait être grave, mais il faut que ça serve de leçon. Parce que quand les gens viennent, ils pensent que comme ils ont déjà tourné 3 semaines, on ne peut plus les changer et qu'ils vont monter sur leurs égos. Non. Ça ne va pas. À la maison. Tu pars. Voilà. Chez moi, là, c'est comme à l'école. Un élève est indiscipliné, on le met dehors. Ou on l'exclut. Donc, sur mon plateau, il y a le code de discipline. Tu viens en retard, on te sanctionne. Tu médis de quelqu'un, on te sanctionne. Si vol, on te sanctionne. Si tu te comportes mal, on te sanctionne. Tu viens, parce que c'est un travail de groupe. Bien sûr. Tu ne dois pas venir pourrir tout le groupe parce que tu es X ou Y et tout. C'est vrai que on peut toujours, peut-être ton état de santé ou bien des petits problèmes. Moi, je cherche toujours à comprendre pourquoi tel ou tel se comporte de cette façon. Il y a une communication. Il faut communiquer. Voilà, quand quelqu'un commence à avoir une attitude qui n'est pas bien, je prends la personne en aparté. Je cherche à comprendre pourquoi son comportement est un peu déviant ou bien ne cadre pas avec l'environnement. Et ça permet de trouver une solution. Il faut surtout dialoguer. L'esprit, c'est juste aussi, il y a beaucoup de gens qui aiment se comporter en dictateur et ils sont des rois sur le plateau parce que c'est leur plateau, c'est leur production. Il faut que les autres s'agenouillent. Non, il y en a qui n'aiment pas qu'on piétine leur dignité. Donc, du coup, quand tu veux piétiner la dignité, ça crée le désordre et tout. Et il ne faut pas aussi faire des faveurs déséquilibrées sur le plateau. Il ne faut pas que sur un plateau, les gens sentent qu'on est en train de favoriser tel au détriment de X ou de Y. Il faut traiter tout le monde de la même façon. On comprend que ça demande, c'est un travail de management incroyable. Et en tout cas, si tu as aujourd'hui à plus de 30 séries et films, c'est que tu es le manager que tu penses être. Oui, c'est pas souvent facile. Hein, c'est pas souvent facile. Mais, et surtout de gérer les stars. Là, bien sûr. Voilà, donc gérer les stars, c'est... L'artiste, voilà. c'est un artiste. Donc, il y a des... Oui. Sauf que quand tu es même artiste, quand tu viens sur mon plateau, tu es un employé. Tu es un employé. Voilà, donc on laisse tout ça là derrière. Alors, ce qui n'est pas resté derrière et qui te suit jusqu'à aujourd'hui, c'est ton identité. Tu es Ebenezer Kepombia, l'enfant le fils de ta maman, le fils de Manina Natasha Menzema. Cet attachement profond à ta maman. Et de Christophe Bakomen. Tu es le fils proclamé depuis tant d'années de ta maman et de ton papa. Ça sent l'enfance vécue de manière la plus heureuse, ou bien je me trompe. Comment était ton enfance et comment des souvenirs de cette enfance? Oh oui, écoutez, j'ai connu une enfance un peu turbulente. En même temps, mes parents étaient très regardants sur mon éducation. Mon père surtout, parce que mon père a beaucoup veillé sur moi. C'était mon gars, il était trop maladif. Et c'est mon papa qui s'occupait trop de moi. Malheureusement, il est parti trop tôt, sans avoir vu ce que je suis devenu. Voilà. Et ma maman, par contre, m'a vu pendant près de 10 ans de métier d'artiste avant de s'en aller. Donc, j'ai connu une enfance, je peux dire à la fois calme et un peu tumultueuse. Calme de par l'éducation que les parents m'ont donnée. Et quand on dit parents, ce n'est pas seulement les miens et tout le village, parce que nous, au village, tous les parents, nous, on était les enfants de tous les parents. Voilà, de tout le monde, c'est pas seulement de ton père ou de ta maman biologique. Et bon, il était aussi récalcitrant, voilà, et tout. Je dérangeais beaucoup, parce que j'avais un grand frère qui était très fort, c'était le plus fort du village. Donc, je savais que si je le provoque, si tu me touches, mon grand frère va finir avec toi. Du coup, ça faisait que j'étais trop taquin jusqu'à l'école.
D'ailleurs, c'est suite à ma turbulence que j'ai écrit mon premier sketch. Oui. Voilà, j'ai dérangé tellement les enseignants que on m'a puni en me demandant d'écrire un sketch lors de la semaine culturelle au CER de Bazou, ce que j'avais fait. Donc, je suis né à Bazou, j'ai grandi à Bazou. C'est après mon BPC que j'ai quitté Bazou parce que à l'époque, la classe de 3e était la classe la plus élevée du village. Exact. Donc, après le BPC, il fallait quitter le village. C'était mon cas. Donc, voilà. Et je suis né dans un foyer polygamique. J'ai beaucoup de frères et de demi-frères. Bon, demi-frères, c'est les Français qui nous apprennent ce genre de choses. Mais on dit des frères. Donc, dans mon quartier, il y avait une seule personne, un seul père qui avait une femme. Donc, sur près de 60 maisons de mon quartier au village, c'était toutes des maisons polygamiques. Ouais. Donc, chez nous, avoir une femme, c'était comme être célibataire. Voilà. Donc, quand moi je grandissais, avoir une femme ressemblait à être célibataire. Parce que tout le monde avait 2, 3, 4 femmes dans mon quartier. À dire que vivre dans cet environnement, dans ce foyer polygamique, influence et a impacté ton... Ça aussi impacté l'écriture de foyer polygamique aussi. Oui. Voilà, c'est vrai que j'ai pas écrit foyer polygamique. C'est pas la polygamie que nous on a vécu que j'ai écrite. Voilà, j'ai mis beaucoup de fiction dedans, dû à ma culture aussi et tout, et pour rendre ça un peu plus comique. Et voilà, c'est ça. Et ton papa, tu avais quel rapport avec ta maman? Tu étais plus, qui était ton... Ma maman était plus fouettade que mon père. C'est ma maman qui marchait avec le bâton, contrairement à ce qui pouvait... ce qui paraissait être pour beaucoup à l'époque, c'est le père qui était méchant. Non, mon père était trop doux. Ma maman, vraiment, quand ça n'allait pas, il te fouettait bien même. Je me rappelle une nuit, parce que je n'étais pas allé porter les régimes de plantain au champ. Ma mère a attendu 3 heures pour venir me réveiller au lit avec le fouet. Elle m'a fouetté bien. Au point où on est allé porter le régime au champ. À 4 heures du matin, on a fait 5 kilomètres. Parce que le lendemain, elle devait aller vendre ça au marché. Et tout. Ma maman ne s'amusait pas. C'était une... qui redressait avec le fouet. C'était pas pour rien, tu as toi-même avoué voilà, que tu n'étais pas facile. J'étais pas facile. Il fallait quelqu'un de rigoureux. Il fallait que ma maman soit rigoureuse et tout. Mon père, c'était quelqu'un de doux. J'ai pu copier mon père parce que je suis pas véhément, je suis pas belliqueux en réalité. Voilà, même quand aujourd'hui, quand on me provoque, je ris moi seulement. Et tout, c'est pour ça que je suis trop tempéré, je suis pas colérique. Voilà, c'est ce qui fait aussi ma force sur les réseaux sociaux. Je m'enflamme pas. Voilà. Bah, même quand les gens m'insultent, ça passe. Ça passe. Les gars, si vous ne m'aimez pas, est-ce que vous devez m'insulter? Il y a 25 ans. Même si je faisais pipi en roue, personne n'allait rien dire. Ouais. Donc, si les gens m'insultent aujourd'hui, c'est parce que ça marche. Il y a aussi des gens même qui me critiquent. Parce que la critique, là, doit avoir un sens. Je suis le réalisateur le plus critiqué au Cameroun. Voilà, le plus insulté même. Voilà, et tout. Déjà parce que je n'ai pas été formé. Il y a beaucoup qui ont eu de formation, qui ne comprennent pas que quelqu'un qui s'est formé sur le tas soit un peu plus en vue, qui est aussi un grand parcours. Donc, même les professionnels, ils m'insultent, les fans, on m'insulte, je suis trop insulté. Et on m'insulte aussi parce que l'insulte doit avoir un impact. C'est-à-dire, il y a les œuvres ici qui passent, personne n'en parle. Oui. Pas que l'œuvre était parfaite, hein. Non, il y a des choses à critiquer. Donc, si tu critiques, on ne doit pas relayer. Mais s'il faut dire que Mintumba a fait ceci, l'œuvre de Mintumba là, oh, c'était ça, on relaie, on insulte, voilà, et tout. Et à un moment donné, on a compris ça aussi, hein. C'est pour ça que je peux vendre un peu le secret ici. Mireille Blanche et moi, on a créé, on a fabriqué des buzz, on a créé des choses pour qu'on parle de nous et tout.
on sentait que qui a eu l'idée de créer les gens s'intéressaient trop à nous. Qui a eu l'idée Donc, de créer non, on avait des managers à l'époque qui ont dit, bon, alimenter ça, on a tellement fait des choses pour faire parler les gens. Oui. Voilà. Et ça a marché. Ça a marché et tout. Jusqu'aujourd'hui, ça vous colle. Ça jusqu'aujourd'hui, c'est notre fonds de commerce. Ça vous colle. Ça nous colle à la... Vous avez beau expliquer, réexpliquer, personne. Non, on n'explique même plus. On n'explique pas. Est-ce que on n'explique pas? On dit, on laisse les gens parler et tout. Sauf que la vérité est là. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas tout ce qu'on vous montre qui est la vérité. Oui. Pour connaître quelqu'un, il faut marcher avec la personne, il faut fréquenter avec la personne. Donc, les vraies personnes qui connaissent la nature de mes relations avec tout mon entourage, c'est ceux qui me fréquentent. Ouais. Mais ce que nous on montre sur les réseaux sociaux, là, c'est soit pour vous faire parler, c'est soit pour faire parler de nous aussi. Ouais. C'est important qu'on parle de nous. Alors, ce dont on parle maintenant, hein, on a brossé un tout petit peu cette enfance, ça va, tu es fier quand même, tu penses que ta maman, tu l'as dit, elle a quand même vu ton parcours 10 ans. Oui. Elle était dans quel état d'esprit quand elle te quittait, la maman? Non, elle était très contente, ma maman. Ma maman m'appelait aussi Mitumba, ce qui m'a dit. Voilà, et tout. Donc, il y a des moments où elle m'appelait Mitumba. Donc, j'étais fier. Elle était fière de ce que je suis devenu et tout. C'est vrai qu'elle regrettait que son mari n'ait pas vu ça et tout. Je sais qu'elle lui racontait ça là où il se retrouve. Voilà, où on se retrouve même souvent. Je sais que c'est comment. Bon, je leur conterai l'histoire quand je vais les rejoindre. Parce que nous tous, on va mourir. Il faut vivre en sachant qu'on va mourir. Du coup, ça ne sert à rien de se faire des ennemis et de faire croire aux gens que on est arrivé. La personne est arrivée. Parce que la personne qui arrive est arrivée, c'est celui qui va vivre éternellement. Mais quand on a autant de succès que toi et quand on commence à manger autant d'argent comme tu le manges, est-ce qu'on a une crainte de partir? On a un peu cette peur de vite mourir. Est-ce que c'est seulement celui qui mangeait bien qui a peur de partir? Même celui qui ne mangeait pas. On dit que... Personne ne veut mourir. Hein. Personne ne veut mourir. Toi, tu as quel état d'esprit face à ça? Non, je sais que je dois mourir. Ça, c'est une évidence. Oui, donc, ça ne sert à rien de réfléchir machin et tout. Je me protège, je vis sainement pour ne pas vite mourir. Mais seul Dieu a le dernier mot. Parce que, comme on parle là, après il peut tomber. C'est fini pour moi. Si je me vantais, ça servait à quoi? Si j'avais ramassé des millions, ça sert encore à quoi? Et tout. Donc, travailler, manger aussi. Autant que vous... Voilà. Faites-vous plaisir. Autant ou moins que vous travaillez. Écoutez, ça dépend de l'âge. Il y a un âge où on est en train de s'investir. Quand un enfant a 25, de 25 à 40 ans, on est en train de construire sa vie. Oui. En Afrique, ça va même jusqu'à 50 ans. Normalement, à partir de 50 ans, on devrait vivre de son travail. Oui. On devrait jouir de ce travail-là. Et tu es dans cet état d'esprit maintenant où tu vraiment... Je continue à travailler, mais fais les deux. Voilà. Parce que, sincèrement, je n'avais jamais rêvé être... Alors, ce que je suis aujourd'hui. Pour jouir de ton travail, tu fais quoi? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Je voyage. J'adore voyager. Ouais, je voyage beaucoup. Oui. Et dans le Cameroun et hors du Cameroun. Oui. Voilà. Et c'est vrai que ces derniers temps, je ne voyais plus trop dans le Cameroun parce que je l'ai fait en vendant les DVD. Les DVD m'ont fait parcourir tout le Cameroun. Je suis parti d'ici jusqu'à N'Djamena. Wow. Pour voir les DVD, c'est-à-dire je quitte Douala, après on passe par l'Est, on arrive en Gaoundéré, on quitte Gaoundéré, on arrive à Marwa, Koussery, N'Djamena, on vend les DVD, après on refait le chemin inverse, on quitte ici, on part à l'Ouest, on part à Fumban, on traverse, on passe par Fumban pour arriver à Gaoundéré, voilà, aussi. Pour vendre les DVD, on est allé à l'Est, on est allé au Sud profond. Bon, on visite le Cameroun. J'ai voyagé. Maintenant, tu profites de d'autres pays. Et à part voyager, tu fais quoi d'autre pour te faire plaisir? Tu manges bien? Qu'est-ce que tu aimes bien manger? Je mange tout ce qui est bien cuit.
bien préparé. Voilà, et tout. Qui fait même la cuisine ici? J'avais oublié de demander ça au début. Hein. Qui fait la cuisine? C'est toi-même? Non. Depuis que j'ai quitté l'université, c'était bon. Non, c'était bon. Voilà. Il m'arrive de chauffer de l'eau pour mon café ou bien pour mon thé. Oui. Voilà, et tout m'est préparé. Par moment, j'ai envie d'essayer, mais bon, je n'y arrive plus. Une cuisinière. Je n'y arrive plus. Bon, il y a une femme de ménage qui le fait et tout. Mais ce que j'aime le plus pour me distraire, c'est de travailler au champ. Voilà, j'ai des champs, et tout, le champ d'ananas, le plantain et tout, voilà. Hormis Chambéni, tu as quoi d'autre comme business, si on peut en parler? Je suis cultivateur, voilà, donc... l'immobilier un peu? Oui, je fais un peu dans l'immobilier, je fais dans l'agriculture, dans l'élevage aussi, j'ai fait... c'est vrai que j'ai arrêté, j'ai fait aussi beaucoup dans la quincaillerie. Oui. Voilà, j'avais beaucoup de boutiques. Est-ce que vous avez vendu pain chargé? Oui, j'avais la boutique. Je suis pas sûr d'avoir trouvé l'information là. Non, j'avais une boutique. Tous ceux qui sont à Aurillac connaissent que j'avais une boutique à Aurillac. J'avais une autre à l'entrée école, à l'Arcelou. Et j'ai vendu dans cette boutique, même étant enseignant. Voilà. Les dimanches, j'allais là-bas pour vendre pain chargé avec à l'époque, avec le COSAM. Le COSAM. Oui. Incroyable. Il y a une femme qui me livrait le COSAM comme ça, je vendais dans la boutique. Donc, il y avait une boutique d'alimentation, voilà, où on vendait presque de tout, l'huile, le savon et tout. Après, il y avait la quincaillerie, j'ai vendu dans la quincaillerie, j'avais des quincailleries pour moi-même et tout, donc j'ai fait l'élevage. Il n'y a plus de quincaillerie? Non, bon, après, c'est pas évident de faire tout ça à la fois et tout. Donc, présentement, on a l'immobilier, on a les champs. On a les champs, on a les enfants. Les enfants aussi, c'est un investissement. C'est un investissement aussi. Écoute, on a passé un très très bon moment, mais on va pas partir sans parler de cet investissement qui continue et qui n'est pas prêt de s'arrêter. C'est le prochain bébé. C'est un bébé, ça aussi. Oui. C'est le prochain bébé, les révélations scandaleuses. Pourquoi le titre Révélations scandaleuses? Vous l'avez découvert et tout. On ne nous dit mais bon, c'est une série qui fait la part belle au travail des journalistes. D'accord. Voilà tout ce que je peux vous dire. Ah, bon, ça va, voilà. On a le casting fait. Voilà. C'est bon pour le casting. Voilà, on maintient la même équipe professionnelle autour du projet que chez la bataille des chéris. Non. On ne maintient pas entièrement. La même équipe. On retient quelques-uns et on apporte du sang neuf. Lors du casting de Madame, Monsieur, il y avait tellement de monde qu'on n'a pas pu retenir tous ceux qui étaient là. On les a gardés dans notre banque de données. Oui. Et c'est maintenant qu'on leur fait appel. C'était la même chose. Donc, c'est des acteurs qu'on n'avait pas retenus dans Madame, Monsieur, dans Bataille des chéris, ou bien qui étaient là et qui étaient des simples figurants. Oui. Et beaucoup parmi eux, on a donné la chance de jouer de grands rôles cette fois-ci. Et la série aura un casting panafricain aussi. Il y aura plusieurs nationalités dans la série. Oui. Voilà, c'est ma marque déposée parce que le public aussi devient le public, mon audience est diversifiée aujourd'hui. Les Togolais se retrouvent en moi, les Béninois, les Congolais, les Ivoiriens, les Gabonais. Exact. Donc, autant que faire se peut. Donc, moi, mes projets, c'est panafricain. Bah écoute, on a une émission aussi panafricaine et on est surtout très heureux d'avoir passé ce moment avec toi, un moment édifiant. On a hâte de découvrir les révélations scandaleuses, surtout les révélations et c'est quoi le scandale. On est déjà en train d'épiloguer, de chercher qu'est-ce qui va se passer et on te souhaite à toi vraiment d'être là encore longtemps, de nous faire rêver longtemps, mais surtout... Non, bientôt, je ne vais pas m'arrêter là. Je ne dois pas... même si Dieu me donne longue vie à un moment donné, il faut que j'arrête pour m'occuper de mes enfants. On va souffrir là, on va vivre comme ça. Non. Voilà, et tout. Là, le rythme ne sera plus le même et tout. Donc, ce sera peut-être
À un certain moment, je ferai peut-être une production après 5 ans. Ce sera plus que chaque année. Donc, tu penses déjà arrêter vraiment la Je carrière, pense à m'arrêter, on ne doit pas travailler tout ça. C'est peut-être la dernière série, hein, les révélations scandaleuses. Les révélations scandaleuses, c'est ma dernière série en tant que scénariste. Je n'écris plus. Après cette série, je n'écris plus. Je dois produire et réaliser les écrits des autres. Jusqu'à présent, j'ai toujours écrit ou coécrit. Là, ça c'est ma dernière série là, en tant que scénariste. Voilà. En tout cas, ce n'est pas notre dernière émission, il y en aura d'autres. Mais pour partir, on a toujours un jeu dans cette émission. C'est un moment voilà, où on se détend et on s'amuse. Donc, on va jouer. Pour toi, j'ai pensé à quelques révélations scandaleuses. C'est un peu le titre du jeu. Même pas un peu, c'est le titre du jeu. Alors, avec toi, pour le jeu, on a pensé à des révélations scandaleuses. Donc, on va te demander ce que tu préfères et tu dois être sincère. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères retourner avec tes ex-compagnes ou annuler la production de ta nouvelle série? Bon, vraiment, quand je dis ex, ça peut remonter même avant ton mariage. Il ne faut pas qu'on... non, je pas la question. Je préfère... Retourner avec les ex-compagnes ou annuler la production de ta nouvelle série? Non, je préfère... tout ça est négatif, hein, oui, parce que retourner avec mes ex, c'est comme si je reculais. Le négatif. Et annuler ma prochaine, ça, c'est la catastrophe. Bon, quel négatif tu gardes? Qu'est-ce qui est better? What is better? Vraiment. Ces révélations-là sont scandaleuses aujourd'hui. Non, vraiment, je ferai tout sans annuler révélations scandaleuses, n'est-ce pas? Oui. Bah, il garde les révélations scandaleuses. Oui. Très important, ça. Ouais. En tout cas, ex, c'est ex. Donc, pour toi, vraiment... Le ex, c'est ex. Voilà, et tout. Alors, qui a bu boira, là. Quand je bois, je ne bois plus. Et pas moi seulement. Tu préfères refaire une série avec le casting des déballeurs ou avec le casting de Madame Monsieur? Une nouvelle série, hein. Vraiment, on te demande de choisir entre ces deux castings. Oui. Les déballeurs et Madame Monsieur. Tu choisis quel casting pour refaire ta série? De quelle série, en fait? Une nouvelle série, hein, tout fait créé par toi-même, écrit par toi-même. Il faut choisir un casting entre le casting des déballeurs et le casting de Madame Monsieur. Tu choisis quel casting? Bah, dis donc, je vais dire que aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs de déballeurs qui peuvent encore faire la une aujourd'hui par le talent. C'était des gars hyper talentueux. Ça ne veut pas dire que ceux de Madame, Monsieur ne le sont pas. Parce que quand je pense au casting des déballeurs, j'ai plutôt les conditions dans lesquelles on travaillait. Et quand je pense au casting de Madame, Monsieur, c'était d'autres conditions. On peut créer une série contextualisée. S'il faut prendre les talents, on va aller les puiser dans les déballeurs. Les talents purs. Voilà. Donc, mais s'il faut prendre aussi des talents de l'heure qui sont à l'ère du temps, on va prendre le casting de Madame, Monsieur. Parce que il y a beaucoup d'acteurs des déballeurs qui n'ont pas grandi avec le temps. Voilà. Il y a beaucoup qui ont disparu, qu'on ne les voit plus, même à l'ère des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça unit les gens. Oui, voilà, et tout. Bon, il y a beaucoup qui ont disparu. Oui. Et il y a plein de talentueux que j'aimerais encore revoir si l'occasion se présente et tout. C'est d'ailleurs pour ça que dans Bataille des Chéris, on a fait revenir Mado, qui était une ancienne, et dans Révélation scandaleuse, il y aura encore une actrice ou un acteur, je ne dévoile pas encore, des déballeurs de début, qui va faire son retour. Révélation scandaleuse. Dans Révélation Alors, scandaleuse. Pour dire que les deux, là, c'est important. Les deux, ça va, c'est important. On a compris.
Pour se quitter, on va te demander de faire un choix. Tu préfères un message à ta tendre épouse ou bien un message à ton papa parti très tôt? À qui préfères-tu passer un message? À mon papa parti très tôt parce que il n'a pas vu ce que je suis devenu. Par là, ton papa Christophe Bakomen Tamanjo. Mbono nen vangola. Mchembe mengo. Merlo zo kambe ziganda wala. Atu ndu kangongo benga nyuna fanda moyino ndu bela chama bo tamajo tebo kam benablo. Je ne parle pas toi, mon père ne comprend pas le français. Nous-mêmes, on n'est pas, voilà. On n'entend pas, mais on comprend. Voilà. On comprend et surtout, on est touché par tout ce que tu peux transmettre en parlant à ton papa. On est aussi touché par tout ce que vous nous transmettez en regardant cette émission au quotidien. Nous vous disons d'ailleurs merci pour votre intérêt particulier pour cette émission. Nous vous disons merci pour l'intérêt particulier à notre personnalité du jour et nous savons que vous aurez un intérêt particulier pour le prochain invité, la prochaine personnalité du Septalk. Qui sera cette personnalité? On garde le suspense. En attendant, n'oubliez pas, continuez de nous suivre sur nos plateformes Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube surtout, Septomédia. Continuez aussi de suivre les œuvres de notre légende du cinéma, Monsieur Ebenezer Kepombia. Sur les réseaux sociaux, c'est Ebenezer Kepombia. Mitumba Ebenezer Kepombia. Et continuez de soutenir les œuvres et surtout, voilà, ces œuvres, mais toutes les œuvres culturelles. On va dire au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao.